Salutations, bienvenue sur ce nouvel épisode de Pump Radio, l'épisode numéro 3. Pour cet épisode numéro 3, on a eu de nombreuses questions, Très nombreuses questions. des dizaines, des Et des centaines, centaines, on va pas pouvoir répondre à tout, on va essayer. malheureusement. Donc, on va commencer par les plus fidèles. Exactement. Merci Kev4142 qui nous a posé plusieurs questions. Donc, Plusieurs questions. tu vas avoir la primeur, on va Exactement. te répondre en premier. Voilà. Donc, première question, c'était... Comment gérer les calories les jours de repos, à savoir notamment tout ce qu'on prend en pré-workout et post-workout. Ok, Tout ce qu'il va y avoir autour de l'entraînement. Donc, Faut-il baisser les calories? voilà, donc juste pour faire une petite introduction, pré, post, intra, c'est des termes pour la nourriture péri-entraînement. Exactement. Donc, tout ce qui va être autour Enfin, de quand on dit l'entraînement. nourriture, c'est au sens large, hein, donc ça va pas forcément être solide. Voilà, donc c'est pas En fait, forcément c'est solide. toutes les calories qu'on va ingérer autour de l'entraînement. Et il a raison de poser la question parce que ça s'additionne petit à petit. Donc si tu prends par exemple 30 grammes de Pepto-Pro, bon c'est un peu beaucoup 30 grammes, mais Non, 15, c'est la dose. 30 grammes de Pepto-Pro pendant ton entraînement avec par exemple 40 grammes de glucides, Ouais. d'accord. Ensuite, en post, imaginons que tu aies un shaker de 30 à 40 grammes de protéines, Ouais. avec aussi un peu de glucides, donc de l'avoine, 50 grammes. Avant ton entraînement, peut-être que tu te reprends un shaker parce que tu n'as pas envie que ça reste sur ton Ouais. estomac, ou alors une crème de riz, ou quelque chose comme ça. Je pense que si tu additionnes le tout, tu arrives quand même à presque 500 calories, Ouais, tout à fait. si on n'exagère pas. Donc c'est une question intéressante de se dire, est-ce que on prend ça en compte? Comment on fait? Est-ce que tu baisses tes calories les jours off, etc. Donc je pense que c'est beaucoup plus intéressant que tu parles de ton cas parce que tu es en sèche et que tu as beaucoup moins de marge d'erreur. Je voudrais dire Tout à que fait, quelqu'un ouais. qui est en prise de masse et qui Ouais. regarde un peu moins, tu vois, je pense que toi, tu as un nombre de calories où bah, tu essaies de traquer vraiment tout ce que tu manges et ça fait une grosse différence Ça fait une grosse si tu différence. fermes les yeux dessus. Bah moi, en fait, la façon de gérer, donc c'est pour ça que, enfin, j'allais dire de toute façon qu'il y a deux façons de gérer les choses. En fait, il y a, disons que il y a la façon dont je vais gérer les choses en temps normal, donc au sens large, on va dire pendant 90%, allez, peut-être un peu moins, mais 80% de ma pratique, où en gros, avec l'expérience, etc., je compte plus tellement les calories. Donc en gros, je sais quelle dose de prot je dois manger à chaque repas. Oui, c'est inconsciemment, quoi. Voilà. Ou en gros, les glucides, bah, j'ajuste plus ou moins, mais de toute façon, c'est toujours des quantités que je connais, donc je sais comment ajuster. Et dans ces cas-là, donc qui est en fait la majorité du temps de ma pratique, et ben en fait, pour moi, ça va pas rentrer en ligne de compte. Donc ce qui va se Ok. passer, c'est que les jours de repos, bah, mécaniquement, je vais forcément baisser mes calories si je consomme justement des choses autour de cet entraînement. Ok. Mais en fait, c'est pas vraiment volontaire. C'est disons que je vois pas l'intérêt de bah déjà de consommer, enfin, par exemple, si on prend des glucides pendant l'entraînement, de la dextrine ou de la maltodextrine, du dextrose, quoi que ce soit, je vais pas m'avaler un shaker de dextrose pour le plaisir comme ça dans la Voilà, oui, journée, juste pour exprès. maintenir les calories, tu vois. Très bien. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que non plus, je me vois pas d'aller essayer de le récupérer autre part, tu vois. Ok. J'estime que Tu vas pas essayer de compenser. non. Après, c'est pas la meilleure approche en fait, hein. C'est juste l'approche que moi je trouve le plus Oui. pratique. Oui, oui. Voilà, c'est juste que j'ai pas envie de m'embêter en fait. Si on voulait faire les choses bien, c'est vrai que il faudrait aller reporter ses calories autre part. Et donc là, on arrive à ce que je fais actuellement en diète, donc c'est-à-dire que en effet, je traque absolument tout ce que je mange, donc toutes mes calories, tous mes macros. Et donc là, bah, en fait, je vais essayer d'avoir le même nombre de calories tous les jours. Ok. Donc en effet, et bah, là, ça va jouer parce que la nutrition autour de l'entraînement, ce que je mange autour de l'entraînement, et bah, je vais le reporter justement les jours où je m'entraîne pas. Parce que Oui. je vais être sûr de manger assez, en général, j'ai plutôt faim. Donc j'ai envie aussi de le rattraper. Ok. Et donc là, comme je suis dans un contexte où je vais absolument noter et rentrer dans une application tout ce que je mange, je vais voir qu'en fait, bah, il manque des choses. Donc je vais vouloir forcément me rapprocher le plus possible de ça. Donc en fait, l'approche parfaite, c'est clair et net que c'est de compenser. L'approche parfaite, c'est clair et net que c'est de compenser. Après, il y a différents contextes. Il y a le contexte où on ne veut pas trop s'embêter. Et donc le contexte où on ne veut pas s'embêter, bah,
On va pas forcément avoir envie de faire le calcul total de tout ce qu'on a autour de l'entraînement et aller le reporter autre part. Mais dans le monde parfait, c'est ce qu'il faudrait faire. Ouais, donc tout dépend de ton objectif en soi. Tout dépend de ton Faut être objectif honnête et d'à avec quel point tu es prêt à te faire chier, entre guillemets, Ouais, pour ça, en faut fait. être honnête envers ses attentes et par rapport à l'implication que Ouais, ça demande. Donc toi, par exemple, là, tu sais que tu veux atteindre un certain physique au c'est niveau de la ça. sèche. Voilà, T'es prêt à t'impliquer exactement. beaucoup plus. Quand tu as un objectif qui est quand même plus poussé, on va dire, c'est évident que ça demande plus d'implication. Et Ouais, là, dans le cas où je suis, donc à savoir en diète, bah, en fait, au bout d'un moment, à force d'être en restriction calorique, on sent qu'on a moins d'énergie à l'entraînement. Au bout d'un moment, les performances, ça commence à devenir de plus en plus dur, voire à baisser. Donc là, en fait, on a même tout intérêt à vraiment faire attention à manger assez de calories. Au-delà du fait que tu as faim et donc que tu as envie de manger toutes tes calories sur la journée, tu as tout intérêt à le faire parce qu'en fait, sinon ton physique il va finir par en pâtir. Ton physique, tes performances vont finir par en pâtir. Donc ça va pas être intéressant en fait du tout. ouais, faut pas manger trop peu de calories, quoi. Faut surtout pas en manger trop peu. Ouais, faut Ouais. être à la juste limite, en Exactement, fait. exactement. Faut jouer sur ta marge de manœuvre au maximum, quoi. Tout à Essayer fait. d'être sur la limite supérieure, enfin supérieure. En tout cas, d'être à la limite de ce qu'il faut pour sécher à chaque fois, quoi. Exactement. Tout comme à l'inverse en prise de masse, si tu as après c'est ma vision, hein, encore une fois, c'est pas la vision universelle. Mais tout comme à mes yeux en prise de masse, moi si je suis en prise de masse, j'ai aussi envie de voir mes performances augmenter. Et donc il est possible aussi que j'aille reporter justement ce que je vais pas manger autour de l'entraînement à d'autres moments dans la journée, parce que justement je veux m'assurer d'être tout le temps vraiment en surplus Ouais, bah et c'est. surtout de pouvoir... En fait, parce que les jours de repos, c'est aussi des jours où ton corps il va se recharger en fait. Où en gros tu vas refaire tes stocks de glycogène entre guillemets, etc. Donc c'est évident que si tu as tendance à manger moins les jours où tu t'entraînes pas, bah, ça devient compliqué. Et quand tu es en prise de masse et que tu as vraiment comme volonté de faire augmenter et tes performances et de gagner en poids sur la balance tout simplement, et bah, c'est évident que en fait, si tu laisses ça au hasard, tu vas vite te rendre compte que tu vas stagner en fait à un moment. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est un exemple dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts pour ceux qui suivaient Radio Masse à l'époque. En fait, moi, l'erreur que je commettais souvent en prise de masse, c'est que le week-end, j'avais tendance à manger beaucoup moins parce que je m'entraînais pas. Et en fait, tu te rends compte que tu stagnes très vite, que le lundi, quand tu arrives à l'entraînement, bah, t'as pas spécialement la pêche, alors que après 2 jours de repos, tu es censé plutôt avoir la pêche. Et en fait, faire vraiment attention à manger assez le week-end, qui étaient mes 2 jours de repos, et bah en fait, je voyais une claire et nette différence sur mon évolution physique et sur les barres à l'entraînement, quoi. Et donc j'ai essayé de mettre en place tout ce qui allait bien pour m'assurer de manger assez le week-end. Et vraiment, c'est un truc qu'on a tendance à négliger, que beaucoup de pratiquants ont tendance à négliger. Et franchement, c'est un frein monumental à la progression. Si tu t'entraînes 5 jours par semaine, le week-end c'est 2 jours, donc ça fait quand même un tiers entre guillemets des jours, tu vois. Si un tiers des jours, tu es à moitié sur ta nutrition ou à moitié à côté de la Ça plaque, se ça trouve, t'es fait une en énorme déficit, différence. quoi. Exactement. Donc Sur en le total fait, de la semaine, ouais, 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 tout à en fait. fait, faut lisser. En fait, les calories, tu parles de jours, etc. Mais c'est à lisser sur des semaines, des Tout mois, à etc. fait. Pour Sur une longue avoir période de temps, en sur une fait. longue période, en fait, pour voir la dynamique que ça apporte à ton corps. Donc, si tu es en prise de masse, tu vas pas forcément prendre 500 grammes en 3 jours, tu vois. Non, Mais si tu lises en une sur un, semaine. si tu lises sur un mois et que tu vois que bah, tu es en déficit un tiers des semaines à chaque fois, forcément, ça casse la dynamique. Bah ouais, parce qu'un tiers, quand il réfléchit, alors un tiers c'est un petit peu abusé quand tu dis du 2 jours sur 5, mais en fait à la fin du mois, sur un mois de 4 semaines, ça fait Ah, une semaine dans le vent, ouais, quoi. c'est ça. Tu vois? Et une Donc, semaine dans le vent, bah en gros, c'est comme si tous les mois, tu t'entraînais 3 semaines full diète bien comme il faut, 7 jours sur 7, et une semaine dans le mois, zéro diète, zéro training, bah je pense que en fait là, tu t'en rendrais vraiment plus compte, ça mettrait une claque plus en fait, importante. je pense que dans l'esprit des gens, c'est beaucoup plus acté que, bon, peut-être pas, hein, mais que le moindre faux pas en sèche, bah, tu vas le ressentir. Donc, Ouais, déjà, juste un gros cheat meal, en vrai, ça peut te niquer ta sèche, en soi, la dynamique de ta sèche, tu vois. Parce que en fait, c'est un processus. C'est la sèche amène la sèche. Donc, ouais. en fait, tu t'enclenches un cycle. C'est pas juste, bon, bah, je vais être 2 jours en déficit et je vais perdre 250 grammes. Si je suis 3 jours en déficit, je perds 300 grammes, etc. Faut pas voir ça de façon trop linéaire. En fait, la perte de gras, c'est un processus qui s'enclenche.
Et donc forcément, si tu arrives et que tu lui envoies 4000 calories au resto à volonté chinois, bah forcément tu casses un petit peu le Ouais, processus, tu tout à vois. fait. Donc faut être honnête avec ça. Et donc de même que tu casses le processus en sèche, tu le casses aussi en prise de masse Tout à quand tu fait. arrives et que t'infliges un déficit pendant 2 jours. Et après tu repars, tu t'envoies 5000 calories par exemple le lundi. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est exactement ce que j'ai vu toute ma vie. Enfin, la plupart de mes années d'entraînement, c'est les week-ends qui ont pêché et Hmm. je le voyais très bien. Et en fait, les moments où j'ai travaillé les week-ends, en fait, quand tu travailles, ça t'amène tu sais, enfin, une rigueur, tu vois. Tu Tout sais à que le fait, ouais. matin, tu vas te lever, tu vas manger. Donc Ouais, déjà, ça c'est acquis, ton petit déjeuner, il est pris. Après, tu auras le temps de manger le midi. Après, tu auras le temps de te faire une collation, etc. Donc forcément, quand tu as une structure, en fait, le week-end, et bah, tu vois directement la progression. tout à fait. Donc tu vois que tu es en 7 jours sur 7. Bon, peut-être qu'en fait, t'es pas parfait sur tes apports quotidiens, mais en Non, soi, ils mais sont constants. Tu exactement. vois, c'est la constance qui paye toujours. Et même si tu as des petites marges d'erreur par-ci par-là, même si rien n'est parfait, bah en prise de masse, en vrai, si tu es en 7 jours sur 7 en surplus, tu le vois clairement. Surtout si tu comptes augmenter tes performances, Tu le vois et en etc. fait tu le sens. Ouais, Alors tu le nous sens. on n'est pas à cette échelle-là, mais par exemple si on prend des gens qui ont un très gros physique, tu vois, si tu prends des très gros powerlifters, des très gros strongman, etc., c'est des gens en fait qui visent à avoir un poids de corps, ils ont besoin d'avoir un poids de corps très très élevé pour maintenir leur performance. Et en fait c'est des gens typiquement, s'ils mangent pas 2 repas, s'ils zappent 2 repas dans la journée, ils perdent 5 kilos dans la journée, tu vois. Et en fait, à leur échelle, ça se voit encore plus parce que c'est souvent des gens très grands, qui ont un très gros physique, etc. Beaucoup, enfin, genre quand tu pèses dans les 180-190 kills, tu vois, genre 5 kills, c'est pas pareil que pour quelqu'un. Mais tu vois, c'est pour te dire, sur des gens, à leur échelle, en fait, ça se voit encore plus. Donc eux, vraiment, tu vois, bah, ils ont conscience que manger, c'est très important. Nous, on en a moins conscience comme on est dans des proportions beaucoup moindres. Mais en fait, on parle de performance, etc. C'est la même chose. Même si nos performances, elles sont moindres, si sur des frames énormes, tu te rends Ouais. compte que un ou deux repas ratés, une diète au hasard sur 1 ou 2 jours, ça fait plusieurs kilos en moins sur la balance, Ah oui, et bah, c'est là, évident que sur des physiques moindres, ça fera peut-être que 1 kilo ou 500 grammes, même 200 grammes, mais c'est évident que ton corps, il fonctionnera pas pareil, et qu'en termes de performance, tu pourras pas être aussi bon, en fait. c'est clairement ça. Donc c'était une très très bonne question. Donc, Et en fait, Ouais, vas-y, non, excuse-moi. non, non, mais c'est juste pour conclure en disant que c'était une question, C'est une question très très bonne pertinente. question, Et très donc la pertinente. réponse, pour synthétiser quand même, c'est que dans l'idéal, oui, il faut, en fait, il faut répartir les calories qu'on a autour de l'entraînement à d'autres moments de la journée, les jours où on ne s'entraîne pas, pour être dans l'idéal. Après, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec les macronutriments. Il y a beaucoup comment dire, de coachs, etc., qui préconisent ça. C'est-à-dire, les jours de repos, on va aller baisser les glucides et on va aller augmenter les lipides. Par exemple, Et ouais, donc, en gros, ça va réduire un petit peu le volume dans l'assiette, etc. Et en fait, la récupération, elle sera pas faite de la même manière. En gros, le principe derrière ça, c'est de dire, si tu fais pas d'effort ce jour-là, tu as beaucoup moins besoin de glucides, puisque les glucides, c'est ce qui vont nourrir l'effort. En revanche, par contre, augmenter ses lipides, ce sera intéressant, parce que ce sera des jours de repos. Et donc, les glucides vont justement amener à récupérer, les lipides, pardon, vont amener à mieux récupérer, notamment le système nerveux, tout ce qui est les cellules, etc. Donc ça aidera à mieux récupérer. Donc il ne faut pas zapper que les jours de repos, c'est des jours de récupération. En fait, c'est des c'est jours ça. où tu te prépares, en fait, où tu te répares et où tu te prépares à affronter ce qui va Ouais, venir c'est ça. derrière. Donc c'est C'est quand même très important. Très jour de très repos, important. c'est voilà, c'est clairement pour amener tes jours d'entraînement, quoi. Donc Exactement. En fait, c'est ce qui va. C'est pour ça que la nutrition autour de l'entraînement est très importante et que c'est quelque chose sur lequel on essaye de porter une attention particulière quand on a envie de performer à l'entraînement. C'est qu'en fait, tout ce que tu vas, quoi qu'on en dise, quoi que certains en disent, le timing des nutriments, il a une importance phénoménale sur tes bah performances clairement. avant, pendant et après l'entraînement. Clairement. Là, je voyais enfin, j'écoutais un podcast de Rudy Koya qui disait que, bah, clairement, quand il prenait pas ses BCA, enfin, c'est peut-être bête, hein, mais quand il prenait pas ses BCA, il voyait la différence à l'entraînement. Quand il prenait pas son shaker post et qu'il mettait 2 heures pour rentrer chez lui Ouais, ouais, et ouais. manger après, bah, en soi, il voyait la différence parce que lui, il s'entraîne 7 jours sur 7, tu vois. Donc, en fait, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas voir la C'est différence de ça. ces petits détails. Tu manges 2 heures après l'entraînement sans avoir rien pris après, bah en fait,
Le jour d'après, bah, t'es un peu plus raplapla à l'entraînement, c'est ce qu'il disait, tu vois. Donc, en fait, c'est des petits trucs qui s'additionnent. Et c'est là où on a progressé avec le temps. Même si ça fait quelques années quand même qu'on le sait, quelques dizaines d'années qu'on le sait, mais c'est pas forcément démocratisé. La nourriture autour de l'entraînement, c'est ce qui va booster ta récupération. Tout à fait. En fait, tu commences le processus de récupération avant même de récupérer. C'est ça. Donc tu maximises tes chances Ouais. et tu vois la différence, surtout quand tu le fais pour une période donnée et que tu ne le fais plus. C'est ça. Donc là, clairement, une fois que tu as fait 6 mois avec ton processus des récupérations au maximum, donc avec toute ta nourriture autour de l'entraînement, et que tu le fais plus après, tu vois la différence. Tout à Surtout fait. si tu t'entraînes beaucoup. En fait. Ah ouais, ouais, tu vois clairement une Tu vois différence. clairement la différence. Je pense que quand tu t'entraînais 2 fois par jour, Ah non, mais là, c'était crucial. c'était crucial. Crucial. Tu vois, tu savais que tu n'allais pas pouvoir enchaîner sinon, tu vois. Ah, c'est clair et net. C'est Donc, clair et net. en fait, c'est très démocratisé sur les athlètes qui s'entraînent plusieurs fois par jour. Ouais, tout à fait. Donc, tout ce qui est crossfit, etc., c'est Surtout des mecs les athlètes qui doivent, bah, par exemple comme le CrossFit, qui doivent, en fait, qui doivent fournir un effort vraiment très constant. Alors c'est vrai qu'avec la muscu c'est peut-être un peu différent. Bah, après on s'entraîne tous différemment, hein. Mais donc si tu t'entraînes, si tu mets un minimum d'intensité, si tu as un minimum de volume, etc. à l'entraînement, euh, c'est quand même pas un effort anodin, quoi. Ouais, Donc clairement. c'est pas un effort anodin. Donc il faut quand même, donc comme je le disais, ça se voit plus sur des comment dire, pour des disciplines où l'effort il est beaucoup plus prolongé, où il y a un mix un peu de force, d'endurance, etc. Mais de toute façon, en fait, c'est des gens, tu vois bien que pour performer, et c'est des gens qui font très attention à leur nutrition. Enfin, en tout cas, au moins à la quantité de calories consommées. Ouais, Je sais plus, il y avait clairement. un champion de CrossFit, là, je sais plus lequel c'est, parce que c'est pas un milieu que je suis particulièrement, mais qui mangeait genre 10 000 calories par jour, tu vois. Ouais, c'est pas étonnant. Les mecs s'entraînent. En fait, c'est des heures d'entraînement par jour. Tu vois, t'as au moins 4 5 heures. En fait, t'as une pluralité de disciplines et tu dois tellement C'est performer à haut ça. niveau sur toutes ces disciplines. Bah, le mec, il va avoir, je sais pas moi, 1 heure d'haltéro le matin. Après, il va avoir 2 heures de nage. Tu vois, je te dis n'importe quoi, mais forcément, si tu dois performer dans des multitudes de disciplines, t'as des heures et des heures d'entraînement dans ces différentes disciplines. Donc, forcément, autant d'entraînement implique des calories à ingérer juste pour se maintenir en Ouais. fait. Et au-delà de ça, une nutrition spécifique autour de l'entraînement pour être sûr d'être performant à chaque fois, de Voilà, oui, récupérer, clairement. etc. En fait, c'est bien de pouvoir être présent à l'entraînement, mais il faut performer en fait. Il faut Exactement. performer tout le temps Et récupérer. et récupérer, tu Voilà. vois. Donc la question pouvait paraître anodine, C'est mais une question très c'était intéressante. très Très intéressant. très intéressante. Et deuxième question du fidèle Kev 4142. C'était par rapport, si je me souviens bien, Quelle est la place des abdos? Quelles sont la place des abdos et du cardio dans l'entraînement? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. D'ailleurs, cardio c'est pas quelque chose léger. qu'on montre. Donc du cardio léger, des abdos. Est-ce qu'il faut réserver ça au jour de repos? Comment gérer ça? Ok, bah, là je vais Vas-y. peut-être commencer par rapport à mon expérience, même si j'ai pas une grande expérience niveau cardio. Là, clairement, en prise de masse, je commence à le sentir que faudrait rajouter un petit peu de cardio, tu vois, Pour que la machine fonctionne ouais, pour correctement. que la machine fonctionne correctement, parce que en fait, tu ajoutes du poids, mais le corps est pas habitué à se mouvoir avec ce poids. Et là, tu commences à te sentir essoufflé sur Au moindre truc. ouais, au moindre truc. En fait, je te coupe une seconde. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue où il y avait Phil Heath et Jordan Peters qui s'entraînaient ensemble. Et en fait, Phil Heath disait que le cardio, il fallait en faire dans une certaine mesure, tout simplement parce que ça préparait ton corps à l'effort que demande la musculation. Donc il disait, en fait, le truc, c'est que si tu fais une séance de muscu et entre toutes tes séries, t'es essoufflé, t'es dans le mal et tout, t'as du mal à récupérer entre toutes les séries, bah en fait t'es pas bon parce que tu vas pas être efficace, tu vas pas Ah être ouais, efficient, en fait tu vas pas pouvoir performer au ouais, c'est maximum. un facteur limitant. Donc il disait le minimum, il faut faire un minimum syndical de cardio pour être sûr déjà de pouvoir assumer sa séance correctement Ouais, et de pouvoir être à l'aise, tu vois pas. c'est ça, ouais. Donc après, on a baigné dans des années
comment dire, de slogan le cardio, en fait, ça va te bouffer du coup des Ouais, calories. c'est vrai qu'on n'a pas, En fait, ça va freiner ta prise de masse. Donc, on n'a pas baigné dans une bonne époque ouais, concernant le cardio. c'était pas l'époque d'être polyvalent. Exactement. Là D'être un où, hybride. ouais, voilà, d'être un athlète hybride, c'était vraiment, tu sais, t'essayes de prendre l'ascenseur, tu montes pas d'escalier, etc. pour maximiser ta Exactement. prise de masse, tu C'était vois. plutôt le moindre effort Ouais, en c'est ça, fait. tu finis l'entraînement, tu vas t'allonger et c'est bon, c'est fini, tu vois. Et donc, on voit bien avec le temps, avec l'expérience, que c'est pas vraiment la meilleure des choses, en C'est tout pas la cas. meilleure des choses, c'est pas la meilleure Et stratégie. comment il a tourné sa question, c'était très bien, c'était cardio léger. Ouais, Et donc, en fait, tu as différents types de cardio, tu as voilà. différents types d'efforts à fournir. Et c'est très intéressant de fournir un effort simple, en fait, un cardio léger, du coup. Ce que certains n'appelleront pas du cardio Ouais, ça finalement. serait peut-être même pas du cardio, tu vois, mais juste marcher à une allure rapide, par exemple, Exactement, tu vois, quasiment courir, mais tu vas pas avoir des impacts de fou. Et ben en vrai, ça, tu vois la différence, tu tout vois. à fait. Si tu fais ça plusieurs fois dans la semaine, tu vois clairement la différence. Donc ça va pas te demander une dépense énergétique monstre, mais ça va te permettre d'améliorer ta qualité de vie et sans le savoir, en fait, d'améliorer ton entraînement et ta prise de masse, tu vois. Parce qu'en vrai, si t'es essoufflé au moindre effort, tu le sens, quoi. Au bout d'une série, enfin, au bout d'une ou deux séries, tu commences à être essoufflé, etc. Comme tu disais juste avant. Faut pas que ça soit un facteur limitant, C'est quoi. ça. Et ouais, en fait, ça dépend du coup, comme tu dis, ce qu'on entend par cardio, parce qu'il y a le cardio steady state, comme disent les Américains, c'est-à-dire en gros à intensité modérée, quoi, voire basse. Et ce que beaucoup vont considérer comme du cardio, enfin, ce qui est du cardio, hein, tout à fait, mais qui ressemble plus à de la course, voire du hit, tout type de hit. Donc, et ça, c'est vrai que c'est pas optimal, on va dire. Si on est dans une optique, bien sûr, d'être un athlète hybride, d'être bon partout, d'être voilà, d'avoir une baseline, et bah, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, on parle muscu plus bodybuilding, etc. Ça, c'est clair que c'est pas optimal. En fait, ce qu'il faut, c'est juste avoir un type de cardio qui va permettre à ton corps de fonctionner correctement, Ouais. mais pas d'avoir un cardio qui va bouffer, en fait, qui va entamer ta récupération. Ouais, en fait, faut juste, pardon, savoir c'est quoi ta priorité. C'est ça. En fait, il faut Tu, définir ses objectifs et voilà. travailler à partir de Faut là. être honnête avec soi-même, comme on dit à chaque fois, tu définis tes objectifs. Ça, c'est le plus Si, dur, en fait, hein, mais si tu vois que le cardio, ça prend une place importante pour toi, tu peux très bien l'incorporer dans une routine d'entraînement. C'est juste que tu vas pas maximiser tes gains à 100%. à l'entraînement. À l'entraînement, Voilà. voilà, c'est ça. Donc en termes d'hypertrophie, Voilà. tu vas pas maximiser à 100%, mais c'est pas pour autant que c'est la fin du monde, Non. tu vois. Donc c'est juste, faut être honnête avec soi-même. Après, tu peux très bien rajouter du cardio léger, comme on dit, sans que ça ait d'impact. En fait, ça aura de l'impact, mais positif, Tout à fait. un impact positif. Et je sais plus, enfin, c'était quoi? Ouais, non, c'était juste ça sa question Moi, en vrai. le deuxième, sinon, le deuxième type de cardio que moi je trouve intéressant, c'est enfin, c'est un truc, moi, tu sais que j'ai mes gourous, tu vois, les gens qui m'ont inspiré, il y a Stan Efferding dans le lot. Et donc, lui, en gros, les deux types de cardio qu'il propose, enfin, qu'il préconise, le premier, c'est pas vraiment un type de cardio, c'est les fameuses 10-minute walks après les repas. Donc, Ouais. sachant qu'on parle de se faire ça au moins 4-5 fois par jour, parce que bah, lui, ce qu'il préconise, c'est plutôt des diètes avec beaucoup de repas. Donc en fait, on va aller marcher une dizaine de minutes après chaque repas à un bon rythme, pas un rythme glandeur, quoi. Ouais, ça c'est. Je te coupe un peu, mais ça c'est plus en lutte contre l'obésité. En fait, faut remettre en contexte, lui, c'est un Américain, et l'obésité Non, fait des non, ravages ouais, quand même. ouais, ouais, mais lui, il préconise ça justement aussi pour ses athlètes, parce que bah, comme tu sais, il coach beaucoup de powerlifters, de strongman, etc. Et en fait, bah, pour tout plein de raisons, à savoir améliorer la sensibilité à l'insuline, améliorer à digérer, en gros mieux les nutriments, etc. Éviter les pics d'insuline après les repas, donc il recommande ça Hmm. pour ça, entre autres, mais aussi parce qu'il travaille avec des athlètes qui sont très lourds en poids. Ok, oui. Et donc en fait, ça leur permet justement de faire un effort minimal. Justement, en fait, on rentre dans le cadre du cardio qu'on préconise Oui, pour ok, la prise oui. de muscle, c'est-à-dire quelque chose qui va te faire travailler à intensité très modérée, qui va pas te fatiguer, qui va pas entamer ta récupération, qui au contraire va t'aider à mieux récupérer.
et qui va te faire bouger un minimum, donc qui va te permettre de performer comme il faut dans les efforts Ouais. que tu dois fournir pour l'entraînement. Donc il préconise ce type de cardio-là. Et le deuxième type de cardio qu'il préconise, c'est le hit under load. Donc on pourrait traduire ça par effort à haute intensité avec contrainte de poids. Voilà. Et que je trouve très intéressant aussi à l'inverse du hit classique. Le hit classique qui ressemble plus en gros à des sprints, repos, sprint, repos, Ouais. sprint, repos. On parle pas forcément de courir, hein, mais sur Mm. le type d'effort. Où c'est plutôt en fait un exercice qui va, enfin, un type de cardio qui va ressembler beaucoup à l'effort qu'on peut fournir en musculation, puisqu'en musculation, en fait, finalement, ce qu'on fait, c'est produire un effort explosif très court, sur une très courte période de temps, avec une contrainte de poids. Et donc, en fait, ce type de cardio-là ressemble très bien à ça. Moi, un truc que j'aimais bien faire à une époque, enfin, quand j'avais la motive pour le faire, c'était que je me faisais par exemple, mais je le faisais une fois par semaine, tu vois, et franchement, rien qu'une fois par semaine, tu sens que, bon, la première fois, t'as l'impression que ton cœur il va sortir de ton corps tellement t'es à bout, mais après tu t'habitues. C'était juste un micro-circuit que je faisais deux trois tours, où je faisais en gros des farmer walk, tu vois. Donc je faisais ça avec des poids quand même assez, enfin au moins minimum lourd, je prenais au moins 40 kilos et je faisais genre 40 mètres, tu vois. Après, j'enchaînais direct avec, tu sais, l'assaut bike, Ok. où je montais, j'essayais juste de monter à 1000 watts, donc tu vois, ça faisait vraiment un sprint très très court, et puis tu as une petite résistance sur l'assaut Mm. bike. Et il y avait un autre truc que je faisais avec ça, mais je me souviens plus ce que c'était. Et donc en gros, je faisais trois tours de ça, tout simplement. Donc tu vois, c'est un espèce d'effort intense où tu as une contrainte de poids, mais qui est très court, tu vois, ça Ouais, se ressemble ouais. beaucoup. Et en termes de capacité cardiovasculaire, tu sens quand même, là, bah, t'es dans le dur, hein, Ouais. mais le but c'est aussi de se mettre dans le dur pour pouvoir progresser et s'habituer progressivement. Et c'est des efforts qui ressemblent beaucoup plus à la musculation et c'est tellement court que ça va pas, tu vois, Ouais. ça va pas te cramer. Mais d'un autre côté, c'est assez intense pour que, puisque tu rajoutes du poids, pour que c'est un impact en fait positif sur ta façon de récupérer et surtout de performer pour tes autres entraînements. Voilà pour ça. Donc pour synthétiser un petit peu, le cardio, enfin la première chose c'est définir ses objectifs. Est-ce que tu as envie d'être quelqu'un de polyvalent qui touche à tout ou est-ce que tu es plus dans comment dire, dans une démarche muscu, prise de muscle, etc. Donc nous c'est notre cœur de métier si on peut dire. Donc nous dans une démarche prise de muscu, on aurait tendance du coup à favoriser le cardio à très basse intensité, à savoir la marche ou en tout cas des efforts quelque chose Mm. d'assez tranquille pour pas que ça te mette dans le mal, Ouais, voilà. mais d'assez soutenu pour que quand même il y ait un petit engagement, on va dire, Bah, c'est mais toujours avec la léger. fréquence cardiaque que tu mesures l'intensité du Voilà. cardio, donc une fréquence pas besoin de monter Normalement, c'est dans. du, en gros, si on fait une généralité, on va dire du 120 BPM, quoi. Ça doit être ça, ouais. Et donc, moi, si je peux prendre mon exemple par exemple, et ben, je fais de la marche, je marche beaucoup. Donc, je marche sur tapis, j'ai un tapis. Et donc, je vais à 6 km/h. Donc, tu vois, 6 km/h, c'est un rythme assez soutenu, mais c'est pas un rythme où je vais être essoufflé, tu vois. Ouais, 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 ouais. Voilà, Mais bon, je pense que tu as vu la différence, du coup, j'ai vu la différence. à force de le faire. Et donc, est-ce qu'on réserve ça aux jours d'entraînement ou aux jours de repos? Bah, ça, en fait, c'est à toi de voir, je dirais. Comment tu veux organiser ça? Moi, bah, j'ai tendance à essayer de le faire soit à jeun, si je peux faire tout mon cardio à jeun, je fais tout à jeun d'un coup, au moins une partie le matin, et après le reste, bah, tu vois, en marchant le reste de la journée autant que je peux. Mais après, dans un premier temps, tu peux te dire, ça dépend du temps que tu as à consacrer à ça, en fait. Ouais. Bah, après, moi, enfin, ça dépend du coup du type d'effort, mais quand je courais, du coup, j'aimais bien le faire en jour off quand même. Ouais. Bah, et Ah non, mais si après, tu fais un effort de type course, ouais, c'est en clair. fait, ça dépend, tu vois, tu as des courses à plus ou moins haute intensité. Donc, après, c'est comme tu dis, si tu commences à faire des sprints, etc., ou des efforts à haute intensité en course, là, forcément, bah déjà, en vrai, faire les jambes le même jour, ça va être un peu Ça chaud, va être tu chaud, vois. ouais. Après, ouais, ça dépend. Si tu as fait un 10 km aussi, tu vas le sentir. En vrai, tout dépend de ta récupération. Tout dépend de ton niveau en En cardio. fait, est-ce que tu veux prioriser? Voilà, c'est ça, exactement. En fait, tout dépend à quel point ça te met dans le dur, comment tu récupères. C'est un peu un ensemble de paramètres. Il y a des gens qui vont assumer. En fait, il y a des gens qui vont avoir un tel niveau qui vont pouvoir assumer leur programme Et un train d'entraînement, de vie aussi. un train de vie qu'ils vont faire, qui vont pouvoir assumer leurs 5 6 séances de muscu et leurs 3 séances de cardio à plus ou moins haute intensité. En général, tu varies l'intensité, donc tu vas faire endurance fondamentale,
tu vas pas monter haut en fréquence, mais tu vas faire une plus longue distance, après tu vas faire un effort plus intense, etc. Et voilà, tout dépend comment tu récupères. C'est très intéressant de l'incorporer, comme on a dit, sous les formes qu'on préconise. Et voilà, ne plus tomber en fait dans le travers de absolument pas faire de Ouais, cardio non, pour sa c'est une prise de mauvaise idée, masse. ça. Franchement, ça, on l'a fait, on le C'est pas la meilleure regrette. des idées. Et donc voilà, faut essayer de prendre le bon partout. Et il y a du bon dans le cardio. Donc faut essayer de Tout à fait. réconcilier un peu la muscu et le cardio. Ouais. C'est assez important. Sinon, ouais, moi, ce que je dirais pour du coup la fréquence, en fait, est-ce que jour on, jour off ou pas? Je dirais que plus ton cardio il va tendance à avoir une intensité élevée et plus tu auras intérêt à les mettre les jours off. Si tu fais Ouais. du cardio très basse intensité comme ce qu'on préconise à première vue, tu as tout intérêt à le mettre un peu partout. Ça n'a pas d'importance tellement fondamentale. Tu peux en faire peut-être un peu plus les jours off. En revanche, plus ton cardio il aura une intensité élevée, typiquement comme disait Diego, si tu veux courir, moi je le mettrais un jour off. Et tu vois, par exemple, moi, si je prends mon style, en tout cas un des styles d'entraînement que j'aime utiliser, qui est la méthode Dog Crap, lui, en fait, il préconise de faire du cardio les jours off. Et si tu regardes, par exemple, un autre exemple, c'est dans un autre registre, donc le registre du powerlifting, Westside Barbell, il préconise aussi, tu vois, de faire du cardio, des efforts type cardio les jours off. T'es sûr qu'un Westside Ouais, mais tu vois, c'est préconise ce le qu'ils cardio? appellent du sled work, par exemple, Ok, tu vois. d'accord, ouais. Donc en gros, marcher avec un sled et du Ok, poids derrière parce que je toi. les vois mal courir. Non, 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 c'est pas courir. Ok. Mais tu vois, c'est des cardio, par exemple, mais je reviens à ce que je disais, c'est des cardio qui ressemblent à de la muscu, quoi. Oui, C'est après, ce fameux hit under load. Enfin, je après dirais oui, pas que c'est du hit parce qu'il marche quand je même. me moque, mais en Mais vrai, quand tu veux, quand t'es aussi spécifique, en fait, quand c'est des athlètes qui sont aussi spécifiques, même ton cardio, en fait, tu vas essayer de le rendre spécifique à ta c'est discipline. ça, Donc en fait, faut pas que ton cardio il soit efficient. En fait, faut pas avoir le meilleur cardio, faut avoir le meilleur cardio pour ta discipline. c'est ça. Donc forcément, tu vas essayer de faire du cardio où bah ça se rapproche de ton effort que Tout tu à fais fait, ouais. au quotidien. Tout à fait. Donc c'est compréhensible. Voilà. Voilà. Et donc la deuxième question, c'était les abdos. Donc pareil, pour les mêmes questions pour les abdos, jour on, jour off, quelle place des abdos dans l'entraînement? Alors, c'est une très bonne question aussi qui peut paraître anodine, mais je trouve en fait que moi en tout cas, et je l'ai beaucoup entendu, on a trop tendance à dire bon, les abdos c'est génétique. Ou c'est dans l'assiette? C'est dans l'assiette, tu vois. Donc t'as des mecs archi, tu vois, archi secs et tout qui vont te dire ouais, je les ai jamais fait, c'est que dans l'assiette, etc. Ok, d'accord, mais en vrai, avec les années, avec l'expérience, moi je trouve que ça fait une vraie différence de les travailler, comment tu les travailles, et tout simplement avec les années d'entraînement, voir la différence. Ouais, tout à fait. Euh, pour ma part, je vois en fait les. Après, tu vois, je suis pas assez sérieux dessus. C'est un peu comme les mollets, où en fait c'est des muscles. Si euh, tu te restreins pas, en fait, tu te mets pas une certaine discipline Si tu à t'obliges pas à avoir le faire, ouais. voilà, une certaine méthode d'entraînement que tu fais absolument à la même place dans ton entraînement tout le temps, c'est facile de les zapper en fait. Ouais, C'est pas, tu vois, tu le vois moins passer que ta série de biceps que tu fais pas, c'est tout ça. simplement. Et je peux voir, en fait, où les périodes où j'étais le plus régulier, où tu vois clairement une différence, en fait. Ah non, c'est clair. Tu vois clairement une différence, rien que le vacuum, en fait, Ouais. si tu es régulier dessus, plus tu fais un ou deux exos, tu rajoutes en plus de ça du gainage, en vrai, tu vois une différence monstre rien qu'au quotidien, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ouais, ouais, de toute façon, moi, en fait, c'est un truc. Alors qu'en fait, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, tu vois, quand j'étais vraiment plus jeune, je me butais aux abdos. Je faisais des abdos dans ma chambre, etc., quand j'étais petit. Donc, je pense qu'ils ont eu tendance à se développer quand même. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis mis à la muscu et tout, enfin, déjà, du coup, j'ai eu toujours plus ou moins des abdos visibles, malgré le fait que j'étais pas forcément très sec. Après, quand j'ai commencé la muscu, j'ai continué, enfin j'en ai fait du coup. J'ai zappé pendant des années et des années. Alors, l'avantage, c'est que comme j'en avais fait pendant des années, bah, j'en avais encore. Donc, en fait, moi, l'avantage que j'ai par rapport à ça, du coup, c'est que même si je monte très haut en body fat, on voit toujours quand même plus ou moins mes abdos. Pas Ouais. tous, mais au moins ceux du haut, En tu fait, vois. ta répartition graisseuse, elle se fait pas forcément sur Ouais, le et puis bide, quoi. surtout, ils ont pris du volume. Ok. Donc, étant donné qu'il y a du volume, bah, même si tu rajoutes une couche par-dessus, il y a toujours un relief. Le fameux grappe d'eau. Exactement, les grappes d'eau. Mais les vrais.
pas les wraps de McDo. Et donc déjà ça d'une part, et d'autre part c'est que je les ai négligés pendant très longtemps, pendant des années, et en fait ce qui s'est passé c'est que sans me rendre compte que c'était à cause de ça, mais en fait je m'apercevais que mon gainage sur les mouvements c'était plus du tout le même. C'est-à-dire qu'en fait j'avais tendance à relâcher mon ventre sur beaucoup C'est ça. d'exercices, du coup à compenser avec les lombaires. Donc j'avais les lombaires hyper raides, mais genre quand je te dis hyper raides, c'est-à-dire que je faisais une série de soulevés de terre, c'était mort, mes lombaires, ils étaient en feu. Pour te Ouais. dire à quel point, c'est que je prenais plus de près quand je faisais le dos, quand je faisais du soulevé de terre. Parce Ok. qu'en fait, si je prenais un truc qui me faisait congestionner encore plus, Ouais, là, c'était c'était fini. mort. Ouais, là, c'était Et donc cuit. en fait, au point où vraiment, littéralement, les jours où je faisais du squat ou du soulevé de terre, j'avais les lombaires qui congestionnaient tellement dès la première série qu'entre les séries, en fait, j'étais obligé de m'allonger. Je Ouais. souffrais en fait, vraiment, j'étais En dans le fait, dur. ouais, c'est très douloureux Et cette j'étais obligé de congestion. Ouais. m'asseoir d'une façon à ce que mes lombaires travaillent absolument pas pour pouvoir les relâcher entre les séries. Ouais. Et en fait, bah, du coup, c'est parce que comme je faisais absolument pas les abdos, Bah, ça compense en fait. exactement, ça compensait pour maintenir le gainage. Plus Ouais. le fait que, en gros, pour compenser le fait que mes lombaires prenaient cher, je mettais une ceinture. Donc en Ah fait, je ouais, ouais, retenais ouais. encore moins mon ventre. Et donc du coup, là, c'était C'est le cercle ouais, vicieux, quoi. exactement, là, c'était le bilan gagnant assuré. Donc ce que Ouais. j'ai fait au bout d'un moment, c'est que j'ai recommencé à les faire. Pour m'astreindre à les faire, en fait, je les faisais systématiquement en début de séance avant toute chose, Ouais, pour être voilà. sûr de les faire. Là, au moins, t'es Bien sûr. sûr, je les faisais pas en revanche les jours où je faisais du soulevé de terre et du squat, parce que j'avais peur que ça me fatigue un peu dans mon Ouais, que gainage, ça etc. influe sur tes performances. Donc je les faisais en début d'entraînement, et maintenant que c'est une routine qui est quand même plutôt ancrée, je le fais à la fin de mon entraînement, mais systématiquement. Et même Ok. si j'ai envie de les zapper, je les fais. Genre Ok. hier, j'avais envie de les zapper, je me suis dit, vas-y, je les fais. En 10 fait, minutes, je les ouais, fais. t'as tellement vu la différence que Ouais, la tu différence est veux plus revivre monumentale. cette merde, La quoi. différence est monumentale, ne serait-ce qu'en termes de gainage, et ne serait-ce qu'en termes... Il y a des gens, bien sûr, qui ont une génétique abdos et qui auront des abdos. Mais en fait, faut pas... Disons que moi, je trouve qu'en musculation, si je peux me permettre de diverger un peu et de faire une généralité sur un peu tout le sujet de la musculation et du bodybuilding particulièrement, c'est qu'en fait, faut pas miser sur sa génétique. Faut que tu partes du principe que tu as une génétique de merde et que tu fasses tout comme si tu avais une génétique de merde Voilà, ouais. et que tu essayes de tout faire bien. Et donc, en gros, bah, les abdos, certes, il y a des gens qui ont des très bons abdos sans les faire, sans en faire, Ouais. sans en manger correctement ou juste en mangeant correctement, et pour eux, ça se passe que dans l'assiette, mais pour la majorité des gens, c'est pas ça. Et donc, bah, pour la majorité des gens, du coup, il y a tout intérêt à faire des abdos. Et Oui, oui, il faut maximiser. ouais, En fait, c'est comme, c'est un peu comme tout, tu vois. Tu vas pas te réfugier dans la génétique et te dire, ouais, c'est la merde, du c'est coup, ça. je fais pas les abdos, je sais que c'est juste dans l'assiette, quand je vais sécher, je vais les avoir. En Exactement. fait, on est tombé aussi dans ces travers-là, c'est pour ça qu'on vous dit de pas faire la même connerie. C'est que, en fait, tu vas voir la différence rien qu'en fait sur le gainage. Si t'as le beat qui est ressorti, en fait, si t'es relâché H24 et que t'as plus aucun muscle qui retient, en fait, Descente d'organes. ouais, t'as une descente d'organes, limite, en fait, faut voir le truc, quoi. C'est normal que tu vas le payer un jour ou l'autre. Et en plus d'un aspect esthétique, parce que comme je dis, on parle de musculation, de bodybuilding, etc. En musculation, en bodybuilding, ce qui fait un beau physique, ce qui fait un physique équilibré, c'est le rendu visuel en fait, c'est les Ouais, proportions. c'est les proportions, ouais. Donc en fait, peu importe d'avoir 52 bras ou pas 52 bras, l'important c'est que ça look 52 bras, c'est que tu aies Ouais, l'impression ouais, que... si t'as 42 bras et que on a Voilà, l'impression que t'as 50, c'est en ça. vrai, Et donc bah, pour les abdos, c'est pareil en fait. Enfin, disons que pour avoir cette shape en V, etc., pour avoir cette impression de taille fine, il faut avoir les abdos un minimum gainés en fait. Et le truc, c'est que quand tu les travailles pas, bah, tu as tendance à relâcher ton ventre en permanence. ouais, Et en fait, c'est un truc dont tu te rends pas forcément compte. Et moi, c'est un truc, quand les moments où je les travaillais pas, je me rendais compte sur les photos, en fait. Genre, quand on te ouais, prend en photo et que tu te rends compte que tu as le bide qui ressort à moitié, ouais, ouais, et ouais, là, en fait, tu exactement. vois, ça te choque. Et là, ça te met une claque. Tu fais, ah ouais, c'est chaud quand même. Parce Et que je là, suis pas tu te si remets gros dans que le, ça. ouais, tu te Tu remets dans le vois. droit Voilà. chemin. Donc, en fait, c'est très important pour avoir cette esthétique au niveau du physique. Et d'ailleurs, je crois que c'est toi qui me disais ça. Il me semble que c'était Serge Nubret qui disait qu'en gros, il posait en permanence. En Ouais, fait, il était en permanence comme gainé, entre guillemets, pour que son physique rende le mieux possible en ouais, permanence. Alors, exactement, ouais. je vous dirais pas de contracter vos abdos, de toujours être en mode contraction pour rendre bien, mais en fait, le fait de travailler ses abdos, ça va faire qu'ils vont, et surtout son vacuum, donc son transverse, ça va faire que vos abdos, ils vont être naturellement gainés en permanence, en fait.
Et donc ça va maintenir toute la structure sans que tu aies besoin de forcer pour rentrer ton ventre. En fait, c'est intuitif. Imagine, t'as jamais contracté ton biceps de toute ta vie, C'est ça. mais forcément, en fait, même quand tu vas le contracter, ça va être une intensité de merde. Et tu vas même pas réussir à le contracter vraiment dans le sens où tu veux, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc là, imagine tes abdos, tu les as jamais travaillés, tu les as jamais contractés vraiment, forcément, ton contrôle sur ta sangle abdominale, il est pas parfait, C'est ça. il est moindre, tu En vois. fait, tu as zéro tonicité, tout Ouais, t'as simplement. zéro Et tonicité, comme il n'y a pas donc de tonicité musculaire, ça tient pas, en fait. exactement, c'est pas en place. Donc en vrai, Serge Nubret, c'était un mec qui passait des heures et des heures sur ses abdos. Ouais. Et le mec, il avait maîtrisé le truc, mais incroyable, quoi. Tu vois, limite, il arrive. Enfin, c'est pas limite, c'est il arrivait à séparer, en fait, ces deux parois abdominales, tu vois. Donc à un moment donné, c'est que tu arrives à maîtriser ta sangle abdominale au maximum. Et comme tu disais, en fait, ça peut paraître anodin, mais ça fait tout le physique. C'est au milieu C'est ça. de tout ton physique. Donc si tu arrives en fait sur certaines poses à rentrer, donc le vacuum c'est la pose où en fait tu vas rentrer le ventre, aspirer l'air au max, enfin expirer l'air au maximum et rentrer le bide. Et donc là en fait tu vois que ça te fait une shape en X, enfin tu vois. Si t'as des grosses jambes. Si t'as, Nous, c'est plus Y. ouais. On vise la shape en Y et donc en fait ça donne une illusion, tu vois. Donc Tout à fait. si tu arrives à le maintenir que 2 secondes, ou si tu n'arrives même pas à le faire, en fait si tu n'arrives même pas à faire le vacuum, C'est très compliqué. c'est compliqué. Et souvent, quand tu fais pas les abdos, d'ailleurs, tu te rends compte que quand tu essayes de faire le vacuum pour la première fois, ton ventre, il rentre pas. Ouais, En fait, à la limite, il est plat, mais il rentre pas. c'est Quoi. ça, ouais. Et où tu es essoufflé au bout de 3 C'est très secondes, quoi, compliqué. tellement C'est très l'effort compliqué, il est. Donc voilà, en fait, les abdominaux, c'est comme tu le disais, si on se ressent sur la question, peut-être pas à travailler à haute intensité pendant tes jours de squat et soulevé de terre, parce que tu peux En tout avoir cas, pas peur. avant. Voilà, pas avant, tu peux avoir peur en fait d'influer sur la demande de gainage au moment même de la séance, mais tu peux très bien soit les faire les jours off, ce que j'ai déjà fait, soit en fait quand tu le fais les jours off, c'est plus facile de tomber dans une flemme et ne pas les faire. C'est ça le De problème. pas t'astreindre, t'es peut-être pas à la salle, t'as C'est peut-être ça. pas Le le même même matériel à matériel. disposition, ouais. Est-ce que tu vas vraiment aller à la salle juste pour faire tes abdos? Peu de chance. Comme tu disais, la meilleure technique pour moi, là où j'ai été le plus régulier, c'est t'astreindre à les faire directement quand tu arrives à la salle. C'est ça. Tu les as placés dans ton entraînement, tu sais que quand tu arrives, tu dois les faire. Là, c'est sûr que tu vas pas Exactement. les zapper. Et moi, je l'ai fait en fin de séance systématiquement. Et moi, je suis pour avoir la pluralité d'efforts au niveau de la sangle abdominale. Donc, ça veut dire que tu vas avoir un exercice où tu vas mettre un peu plus l'accent sur le bas des abdominaux, donc une contraction qui va être au niveau du bassin. Après, tu vas avoir un type de crunch, comme tu veux, à la poulie, crunch au sol, etc. Avoir le vacuum, pour moi, qui est indispensable. Ouais. Et avoir des efforts isométriques aussi. C'est-à-dire être en résistance face à une charge. Donc ça peut être dans la sangle abdominale où on comprend aussi les obliques. Et donc, en fait, tu n'es pas obligé d'avoir une charge, mais du gainage en tout cas. Donc, gainage au niveau des obliques et de la sangle abdominale, tout simplement. Globalement, c'est quelque chose qui est préconisé dans la méthode de la vie et que moi j'ai toujours appliqué une fois que je l'ai su. C'est appliqué au niveau de la répartition du 2 tiers, 1 tiers pour les abdos, donc 1 tiers d'exercice de volume pour les abdos du haut et 2 tiers pour les abdos du bas, parce que ceux du bas, c'est ceux qui ressortent le moins en général et qui sont moins musclés. Donc voilà. Moi, étant donné que, comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup d'abdos dans ma jeunesse, ceux du haut, ils sont déjà très bien développés, donc j'ai plutôt tendance à faire que ceux du bas. Et globalement, je préconise même de faire que ceux du bas parce que En fait, tu vas les recruter, tu Ouais. vas recruter ceux du haut même en faisant ceux du bas. En fait, même en ayant la meilleure volonté du monde de recruter uniquement le bas, tu vas forcément recruter Exactement. le haut et c'est eux qui vont prendre Et comme le ils se plus développent beaucoup l'ascendant. plus facilement, voilà. C'est une zone qui est beaucoup plus vascularisée en fait plus. que Et tu te les rendras bas compte des qu'en abdos. plus, le bas des abdos, c'est là où tu stockes le plus, donc c'est plus là que tu as tendance, où il faudrait faire travailler et faire circuler, etc. Malheureusement. Pour pouvoir essayer de moins stocker à ce niveau-là lorsque tu es en prise de masse. Donc pour conclure sur ces questions cardio-abdos, cardio-abdos et diète, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, de notre expérience, où quand on a commencé la muscu, le cardio, c'était plutôt quelque chose de diabolisé. Donc, en gros, où on nous C'est vrai. disait, pour sécher, de toute façon, il n'y a pas besoin de faire de cardio, c'est juste la diète.
Pour avoir des abdos, il n'y a pas besoin de Les entraîner. c'est juste, ouais, il y a pas besoin de les entraîner, c'est juste la diète. Et ben en fait, avec l'expérience, quand même, tu te rends compte que certes, il y a des gens qui sèchent juste avec la diète, et c'est possible. Certes, il y a des gens qui finissent par voir leurs abdos juste avec la diète, et c'est possible aussi. Mais en termes d'efficacité et Voilà. d'efficience, tu seras toujours beaucoup plus efficace à faire du cardio, que ce soit pour maintenir des performances correctes, quand j'ai des performances, c'est-à-dire ta façon de performer à l'entraînement, ou bien même pour booster ta sèche. Ce sera toujours plus intéressant parce que forcément, ça te permettra de manger un peu plus. Voilà. Et pour les abdos, bah, c'est pareil en fait, hein. Si tu as la génétique, ou peut-être que la sèche, ça suffit pour toi pour voir tes abdos, mais du coup, dans ce cas-là, bah, tu te retrouveras très vite sans abdos au moindre pet de gras que tu prendras. Ouais. Et puis surtout, bah, sur le long terme, en fait, ce sera beaucoup moins efficace que quelqu'un qui les fait, quoi. Voilà. Ouais, clairement, moi, j'ai rien à ajouter. Je suis aussi tombé dans le travers et j'ai vu la différence. Quand tu sors de ces sentiers battus et que tu te dis, en fait, on s'est fait un petit peu entuber. On s'est fait entuber, putain. Voilà, clairement. Exactement. Donc pour passer à un autre sujet, nous allons enchaîner sur les erreurs qui sont communément faites au niveau des points faibles. Alors là, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc je ne sais Alors, pas si on dira tout ici maintenant. alors moi, je vais commencer par quelque chose que j'ai entendu récemment. Comme quoi, les séries de sang, Très intéressant. en fait, les séries de sang, c'était surcoté et que c'était limite pas à prendre en compte quand on a un point faible. Ah. Donc, là, on va peut-être retomber dans les travers de l'épisode Broscience versus Science. Je vais prendre un cas concret. Cas concret. Un cas Étude de concret, cas. en fait, voilà, c'est ça. On en parlera après de l'étude de cas. Un cas concret qui m'a vraiment choqué, c'est Rudy Koya, en fait, qui avait un retard épaule, ou peut-être pas un retard épaule, mais une structure en fait qui lui donnait pas de largeur au niveau des épaules. Ouais. D'accord. Et en fait, il a mis en place du coup cette technique de série de sang. Je me souviens très bien, il en a parlé plusieurs fois, qu'il avait des séries très très longues aux élévations latérales. Au moins 50. Au moins 50, et il est déjà monté jusqu'à 100, et c'est pas une série de 100, c'était au moins 3-4 séries de 100. Tu vois, donc à la poulie, et je pense qu'il avait des espèces de sangles pour ne même plus avoir les mains qui intervenaient sur l'exercice. Et clairement, il a vu la différence. En fait, le problème, c'est que on va toujours. C'est comme on dit dans chaque épisode, c'est toujours blanc ou noir. En fait, tu vas pas juste faire des séries de 100 C'est ça. pour tes épaules. En fait, c'est un travail de fond, ces séries de 100, qui va se transposer sur le reste de ton entraînement. Et encore que pour les épaules, ça peut être discutable parce qu'à mon avis, ça peut suffire à soi-même. Mais bon, c'est un autre débat. Voilà, pour les donc, épaules, c'est particulier. donc là, en fait, donc, du coup, on parle des gens qui commencent à remettre en cause le fait des séries de 100. Donc, comme d'habitude, c'est quand même quelque chose qui a été testé, approuvé et popularisé par Gundil et Delavier quand même. Donc, et je pense que même lui, je sais même pas s'il se revendique comme étant l'inventeur du truc, parce qu'il me semble que j'ai vu quelque chose là-dessus, un podcast ou un truc comme ça. Il me semble qu'il disait qu'il en avait entendu parler autre part, mais je suis pas sûr. Mais Non. je pense de toute façon que les séries très longues pour les muscles, ça a déjà été fait depuis des années et des années. Peut-être que lui, il a mis le point dessus, enfin le doigt dessus, pardon, pour les points faibles. Mais forcément, tu avais des gens qui travaillaient en série longue pour leurs muscles, 50, 100, même des séries de 10 000 pour les abdos, tu vois. Donc là, du coup, pour revenir au cas concret de Rudy Koya, le mec a posté pardon, des photos avant-après. Là, empiriquement, en fait, le mec t'a parlé de son entraînement, comment il l'a structuré, tu vois clairement la différence. Ses épaules ont clairement explosé, en fait. Donc maintenant, comment tu peux me dire que ça fonctionne pas? En fait, de toute façon, regarde, c'est simple. C'est quand même assez plutôt admis que la plupart des gens, enfin en tout cas c'est quelque chose qu'on peut constater, que des gens qui ont fait certains sports dans leur jeunesse ont des facilités sur certains muscles, sur les muscles en général qui étaient engagés sur les sports qu'ils ont fait pendant leur jeunesse. Donc tu vois bien que avoir un volume de ma boule sur des muscles, ça leur donne en fait, je vais pas dire que c'est une prédisposition parce qu'en fait t'es pas forcément prédisposé à ça au départ, mais en fait à force de matraquage, et ben, ces muscles ils prennent l'ascendant. En fait, tu les utilises tellement, en fait ils restent. Je pense qu'en fait tu crées un schéma moteur. C'est ça.
en fait, tu les innerves. Ces muscles, ils sont tellement utilisés que tu arrives à les contracter Mais je crois inconsciemment. que c'était pas Arnold qui disait que quand il était petit, il contractait toujours ses bras, etc. Il faisait Peut-être, toujours des du doubles coup, ouais, biceps et peut-être tu vois, bah, ça. il avait des facilités au biceps, même s'ils n'étaient pas super longs. Enfin, ça dépend de l'angle, mais ils n'étaient pas nécessairement très très longs. En tout cas, quand ils sont contractés, tu vois pas le biceps qui va jusqu'au coude, quoi, enfin jusqu'à la pliure, quoi. Mais donc tu vois bien en fait que sursolliciter un muscle, ça finit par au moins développer sa sensibilité, même si c'est pas directement lié, parce qu'en fait c'est peut-être ça l'erreur qui est faite aussi, c'est que faut pas alors comme je disais pour les épaules c'est un cas particulier, mais faut pas nécessairement voir les séries de sang comme un truc, une façon directe de prendre du muscle. Pour C'est ça. prendre du muscle, il y a des façons directes et des façons indirectes. Et en fait, les séries de sang, typiquement, c'est pas une façon directe, c'est pas un truc qui va te faire anaboliser plus, c'est pas un truc qui va faire grossir tes muscles plus. En revanche, ça va avoir une conséquence qui est le fait de mieux ressentir le muscle. Et le fait de mieux ressentir le muscle, bah, lorsque tu vas le stimuler avec des charges plus importantes et des séries plus courtes, et bah, il va mieux répondre puisqu'il sera mieux stimulé, puisque pré-entraîné en C'est fait. ça, ouais. C'est un travail de fond, en fait. Exactement. Clairement. Donc là, on parlait auparavant, au tout début, de faire tout ce qu'il fallait, en fait, pour améliorer ta récupération au niveau de la diète. Et ben là, en fait, tu vois qu'il y a d'autres aspects pratiques dans Exactement. l'entraînement. Ouais. Donc en fait, faire une série de 100, c'est un aspect pratique dans l'entraînement. Tout à Je me fait. rappelle qu'il y a une période où on s'entraînait ensemble, on faisait des séries de 100, mais pour tous les C'est muscles. ça. En fait, chaque lendemain d'un entraînement, on faisait des séries de 100 pour tous les muscles qu'on avait travaillé la veille. Donc le lendemain du push, par exemple, on faisait une série de 100, ou plusieurs même, pec, épaules et triceps. Le lendemain du dos, bah, dos et biceps. Et le lendemain des jambes, bah, quad, ischio. Et clairement, en vrai, on arrivait à encaisser un entraînement. C'était quoi? C'était 6 jours par Ouais, semaine. ouais. En vrai, t'étais en push-pull leg et je pense que avec le recul, on a vu une différence. Tu vois, Ah, genre mais il n'y a c'était, pas de doute sur le fait que c'est. c'est clairement un truc où tu vois une différence. C'est d'une part parce que ça va t'aider à mieux récupérer, le fait de circuler le sang, de faire circuler le sang, etc., ça va apporter des nutriments aux muscles, donc ça va pas te faire prendre du muscle de façon directe, mais de façon indirecte, ça va aider. Voilà. Et d'autre part, en fait, souvent tu remarques, tu as des muscles, souvent quand tu as des points faibles, ils ont du mal à congestionner. Et l'intérêt des séries de sang, c'est d'apprendre ces muscles à congestionner, et plus tu vas apprendre, plus en fait tu as un muscle qui a de la facilité. Enfin, si un muscle a de la facilité à congestionner, c'est parce qu'il est très vascularisé. Le fait de le faire congestionner en permanence, ça va le vasculariser de plus en plus, et donc il congestionnera encore plus facilement, C'est ça. et ainsi de suite. Et donc forcément, tu auras un meilleur recrutement, parce que quand en fait un muscle est congestionné, tu t'aperçois que la sensation, elle est totalement différente, que tu Ouais. as une sensation, là où tu n'en as pas forcément. Voilà, c'est ça. Donc pour un point faible, la congestion qui serait un facteur, je dirais, bas dans la pyramide de l'hypertrophie, en fait, ça commence à s'inverser, tu vois. C'est quelque chose où tu dois mettre l'accent Exactement. temporairement Ouais. dessus. En fait, tu vois bien que sur tous tes exercices, tu le recrutes pas. Donc, il faut changer de logique, il faut essayer de le recruter, en fait, d'apprendre à le recruter Tout à fait. pour que ça se transpose sur ton entraînement. Exactement. Et donc là, en l'occurrence, les épaules, c'est quelque chose, si c'est un point faible, la plupart des gens ne les sentent même pas en fait. Et donc même quand tu commences à faire des élévations latérales, tu pourras monter à 16 kilos, faire tes 4 à 6 répétitions, bah, en vrai tu vas voir que Avec une forme parfaite. voilà, même avec une forme parfaite, en fait là la mode c'est de dire que faut avoir une exécution parfaite et ne pas se fier aux sensations. Bah, malheureusement avec le temps tu vois que tes épaules bah, elles vont pas forcément grossir, tu vois. Donc le cas pratique de Rudy Koya c'est un truc qui m'a choqué. Et là, tu passes au-delà de la théorie où on a lu dans les livres que les séries de sang, c'était une application pour prendre du muscle. Bah là, tu as le cas pratique. C'est ça. Le mec a clairement rattrapé ses épaules avec ça, tu vois. Le mec, en plus d'avoir le deltoïde latéral qui a gonflé, il a fait la même chose pour son arrière d'épaule, tu vois. Et son arrière d'épaule, il reste en fait quasiment un point fort. Ouais. En fait, il a transformé un point faible Surtout que en lui, en quasiment un fait, point il avait fort. un point fort pec. Donc, bah, en général, quand tu as un point fort pec, les épaules, ça peut devenir très compliqué. Et il a réussi à contrecarrer, justement. Ouais, comme il l'explique, en fait, c'est une concurrence de recrutement des muscles. C'est ça. En fait, les muscles, c'est des chaînes musculaires. Donc, par exemple, tu vas avoir pec, épaule, triceps. Ça fonctionne ensemble, en Ouais. fait. Tu pourras pas. Tu peux les isoler, mais le problème, c'est qu'ils vont concourir au niveau du recrutement sur la plupart des C'est exercices. ça.
Donc lui, c'était les pecs. Quand il va faire des développés, tous les développés, ça va être ses pecs qui vont gonfler. Donc à un moment donné, ses épaules, bah, elles ont pris un retard conséquent. Et tu vois qu'il a réussi à rattraper le truc en fait avec cette logique-là. Tout à fait. Donc pour revenir aux erreurs qu'on peut faire au point faible, c'est essayer de prendre du recul et sortir un petit peu des sentiers battus et ne pas forcément en fait bourriner. Tu vois. Donc là, on a pris les épaules, comme tu dis, c'est un peu un cas particulier où les séries de 100 pourraient se suffire à elles-mêmes. Mais par exemple, pour les pecs, si tu as un point fait de pec, bah, faudrait un peu revoir ta logique d'entraînement. Qu'est-ce qui te fait congestionner? Essayer de voir un peu quel type d'exercice, apprendre à les contracter, baisser le volume sur même chaîne musculaire, voire même baisser le volume sur tous les autres muscles. Tu vois, c'est un peu ce qu'on a déjà dit, tu vois, essayer d'être honnête sur le volume que tu veux accorder pardon, à ce muscle qui a un point faible. Donc c'est une multitude en fait de points sur lesquels tu peux agir, Tout à plus ou fait. moins. Bah Tu moi, vois. si je peux prendre mon expérience, par exemple, pour les séries de 100, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pour les pecs notamment, parce que c'était vraiment un point faible chez moi. Et je pense pas que maintenant ça se voit encore que c'était un point faible chez moi, quoi. Enfin, disons que pour des gens, alors pour l'œil avisé de la muscu, je sais pas, peut-être qu'ils voient que j'ai encore un point faible, ou en tout cas que c'était peut-être un ancien point faible. La plupart des gens qui font pas de muscu, ils trouvent que j'ai des gros pecs, tu vois. Ouais, Donc donc c'est qu'ils sont plutôt bien il n'y développés a par plus de rapport. Voilà, je déséquilibre pense pas qu'il y ait encore de apparent, quoi. déséquilibre. Et donc j'ai fait énormément de séries de 100, j'ai fait de l'électrostimulation, ce qui se rapproche beaucoup des séries de 100, Ouais, en puisque fait, le but c'est de choisir des programmes qui vont te faire congestionner, etc., qui vont amener du sang, qui vont t'apprendre à ressentir et à recruter les bah, muscles. l'électrostimulation, c'est contracter le muscle sur une Exactement. période donnée, quoi. Exactement. Donc moi je peux que plébisciter à mort les séries de 100. J'en ai fait aussi beaucoup pour les épaules, parce que comme j'ai des bras en point fort, mes épaules, elles ont toujours paru moins grosses que les bras, donc j'en ai fait aussi énormément de séries de 100 pour les épaules, énormément de séries très longues de 50, etc. De toute façon, quand j'étais coaché par Rudy, c'était des séries de 50, enfin ça Voilà. montait jusqu'à 50 répétitions. Donc j'ai fait beaucoup de séries très très longues sur les élévations latérales, sur l'arrière d'épaule, etc. Et je pense pas que mes épaules soient faibles aujourd'hui. Disons que par rapport à d'autres gens qui vont te donner des méthodes pour rattraper un point faible, et le point faible, bah, malheureusement, on le voit encore, tu vois. Donc, Ouais. bon, c'est très intéressant d'aller voir ce que les gens mettent en place pour rattraper des points faibles. Après, il faut voir si sur une période de temps, ça a marché, en fait. C'est Et ça. si ça n'a pas marché, bah, c'est peut-être pas la meilleure solution, quoi. Surtout Bah, quand tu as des faut... gens qui... Si tu craches sur une méthode comme les séries de 100, enfin, dans le contenu international, on voit beaucoup de gens de très gros physiques, etc., qui plébiscitent des trucs plus farfelus que les uns que les autres à mettre en place, des Ouais, setups, etc. Des séries de 100, c'est facile. Trouver un franchement, exo, ouais. tu peux facilement trouver un exo d'isolation sur n'importe quel muscle où tu peux faire facilement des séries de 100. Ça coûte rien, tu vois, en termes d'investissement, ça coûte pas énormément de choses, quoi. Donc, ça coûte même pas grand chose d'essayer en fait. Ouais, Donc il n'y a même juste pas besoin essaye. d'aller dans des trucs hyper élaborés. Et en fait, quand tu vois des gars qui te disent ouais, bah alors pour le dos, angle de 50 degrés, gna gna et machin, est-ce que tu as déjà essayé de faire des séries? Pourquoi tu dis que c'est nul? Déjà, ton dos il est nul. Il est encore nul, même si tu as fait plein de trucs, tu nous sors plein de trucs à la mort moelle, c'est encore nul. Et pourquoi tu pas? Tu vois, essaye des trucs Ouais, assez bah ouais. basiques en fait. Donc voilà pour les séries de 100. Est-ce qu'on peut dire d'autres choses sur les séries de 100? Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour pour les séries de 100 en tout On a cas. fait le tour pour les séries de 100, ouais. Pas pour... Juste si je peux rajouter, Ouais. t'avais, bah alors c'est pas l'exemple, hein, parce que bon, bah forcément chargé à bloc plus petite injection dans les bras, donc c'est pas l'exemple. Mais Rich Piana, il plébiscitait les séries de 100 et il appelait ça les feeder Ah ouais, les workouts. feeder workouts, Et ouais. donc en fait, il disait qu'une des méthodes qu'il avait utilisées pour attraper ses bras, entre autres, à part se mettre des injections dedans, ce qu'il ne disait pas, Ouais. mais c'était de faire des séries. Alors, c'était pas des séries de 100, lui, qui préconisait, mais presque, je crois que c'était des séries de 100 pour les biceps et 60 pour les triceps. Et donc, en fait, il avait un espèce de giant set, enfin, un super set où tu faisais 3 tours. Et donc, où, en fait, tu faisais 100 curls marteau et après 60 extensions triceps ou l'inverse, je sais plus. 100 extensions triceps, 60 curls marteau et en boucle 3 fois sans t'arrêtant. Ça avait Et bien fonctionné, ouais. tous les soirs avant de te coucher. Ça avait bien fonctionné pour Donc, lui, ouais. voilà. À essayer si vous avez des petits bras.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les séries de 100, ça coûte pas grand-chose et que c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre en place. Voilà, l'investissement demandé est beaucoup moindre que de s'astreindre à des setups farfelus sur différents exercices. Exactement. Et pour le coup, si ce que vous cherchez, c'est le ressenti musculaire, et ben là, vous allez sentir passer. Clairement. Parce que ça crame. Ouais, là c'est au mental, quoi. Ouais, Vraiment, les pour séries de passer 100 ça. aussi, c'est ça toujours le problème des méthodes, c'est l'application en fait. Ouais. Comment tu appliques le truc? Alors si tu prends une charge où tu peux faire 200 reps et que tu en fais 100, là non, ça va pas marcher. Non, L'idée de la série de 100, c'est de prendre une charge où tu peux faire 30 reps voilà. d'un coup, et après tu grindes les 100, Voilà, tu en fais des prenant rest autant de pauses, pauses que nécessaire. tu fais le. Ouais, c'est ça. Autant te dire qu'à la fin, tu fais des 1 ou 2 répétitions par 1 ou 2 répétitions. Et après, tu peux chercher à t'améliorer sur combien de rest pauses tu prends, la charge que tu La utilises charge que tu aussi. utilises, sachant qu'en général, même si tu augmentes de façon minimale, tu le sens Ouais, passer de ouais, tu le façon sens passer. Ouais. monumentale. Pour faire 100 reps, tu le sens passer, rien qu'un kilo, c'est énorme. Exactement. Donc voilà pour les séries de 100, je pense Alors, que. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les erreurs qu'on fait donc, Bah, à part ne pas utiliser les séries de ça. Bah, du coup, les erreurs qu'on fait pour les points faibles, c'est, comme je te disais, être honnête sur la chaîne musculaire en question. Donc toi, par exemple, tu avais un point fort triceps. Ouais. Si tu étais resté dans le même schéma, donc je pense pas que tu aurais pris du muscle sur les pectoraux, parce que ça aurait été les triceps en fait qui auraient pris Et le surtout, moi, maximum, j'avais tu vois. le deltoïde antérieur. Donc en fait, tu vois, donc ta deltoïde antérieure plus triceps, sur tout tes développés, je pense que malheureusement tes pecs, l'effort n'était pas maximal. Ah, tout à fait. Donc en fait, tu avais cette concurrence de recrutement entre les muscles. Et donc quand tu faisais tes développés, donc le fameux développé couché, bah tu vois que malheureusement, toi, ça ne te donnait pas les pecs d'Arnold, Non, tu vois. malheureusement. Donc tu as eu beau avoir un gros développé couché, ça s'est peut-être pas transposé tout de suite sur de Alors, gros pecs. il s'avère que si, mais c'est un cas particulier, puisque en fait, un des problèmes que j'avais, c'était déjà la technique. J'ouvrais beaucoup trop les coudes. Ah, Donc forcément, les épaules, elles prenaient. ok. Et en plus, j'étais archi pas souple. Donc c'est-à-dire que quand la barre, elle touchait mon torse, en fait, ça m'étirait à mort. Ok, c'était surétiré au C'était niveau surétiré au de... niveau des épaules. Donc en Ok. fait, ça, c'est un truc que j'ai pu travailler déjà en revoyant ma prise au développé couché, donc en prenant plus serré et surtout en rentrant les coudes. Et ça, c'est quelque chose que j'avais observé. Il y avait un mec dans ma salle qui avait des pecs énormes. Et en fait, je regardais comment il benchait, et il benchait les coudes plutôt très rentrés. Sans avoir Ok. une prise très serrée, mais les coudes rentrés. Donc je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça a du sens de rentrer ses coudes, et tu t'aperçois que les pecs, du coup, ça, tu sens beaucoup mieux déjà tout de suite. Et travailler beaucoup ma mobilité d'épaule et ma souplesse au niveau des épaules. Et ça m'a énormément aidé. Et donc là, tu as fait un travail de fond. Exactement. Donc t'es pas resté dans... En fait, ok, tu as toujours fait du développé couché, mais tu as changé en fait ta méthode de travail. Exactement. Et tu as vu du coup le changement C'est ça. directement au niveau du recrutement. Donc, certes, en fait, peut-être, en fait, c'est pas forcément l'exercice qui n'est pas fait pour toi, c'est peut-être ton exécution. Exactement. Ou en fait, le problème de cette concurrence de recrutement entre les muscles, toi par exemple, le problème c'était ta souplesse aussi. Ouais, Tu entre vois. autres, ouais. Donc, faut voir un peu tous les aspects. Donc, ta mobilité, ton exécution. Et donc là, quand tu essayes de corriger cet aspect-là, tu as bien vu que tes pecs ont pris sur cet exercice. Tout à fait, ouais. Donc, c'est peut-être pas l'exercice en soi qui n'est pas fait pour toi, c'est comment tu le fais. Ouais, en fait, le truc, c'est que, on va dire que l'erreur, s'il peut y avoir une erreur qui en chapeaute toutes les autres concernant les points faibles, en fait, l'erreur, c'est de s'enfermer et de ne pas voir qu'il y a une multitude de facteurs qui peuvent faire que ton muscle ait un point faible. Et donc, en fait, il y a énormément de choses à essayer. Donc, déjà, il faut être objectif sur le fait qu'on a un point faible. C'est dur. Ensuite, analyser bien sûr les exercices qu'on utilise, analyser la technique qu'on utilise. Il y a vraiment beaucoup de choses en fait à prendre en compte, beaucoup de choses à essayer et surtout en fait bien sûr essayer des différentes choses. C'est-à-dire que il y a un travail en fait. Moi, je trouve ça, pour moi, le cas des points faibles, du travail des points faibles dans la musculation et dans le bodybuilding, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus intéressant. Le reste, quand t'as pas de points faibles, tu peux faire à peu près n'importe quoi. Ouais, Tant que tu mets assez d'intensité, que tu manges, ça va bombardes grossir. et Voilà. t'as pas Les forcément à points réfléchir. faibles, c'est là où il faut se creuser la tête particulièrement. Sauf qu'il faut vouloir le faire, et il faut prendre du recul sur ce qu'on fait. Et en fait, ça amène à plein d'autres choses qui sont liées à la musculation, à savoir avoir une certaine discipline. Donc déjà, bon,
ok, pourquoi je suis mauvais sur tel muscle, d'accord? Bah moi, admettons, prenons mon cas. Donc je sentais que j'avais les épaules raides, plus bah, tout prendre dans les épaules et tout prendre dans les triceps. Donc vas-y, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, il y a deux choses, et je sentais pas mes pecs, zéro congestion, etc. C'était très dur de les faire congestionner. Donc deux choses, bah, la première chose c'était les faire congestionner, donc les séries de 100 plus l'électrostimulation. Et la deuxième chose, c'était les étirements pour m'assurer, échanger la technique. Donc ça fait quand même trois choses, tu vois. Et c'est pas trois choses Et anodines. après tout ça, et bah, c'est de progresser au bench, tu vois. Ouais. Donc en fait, tu vois, c'est quand même un travail de longue haleine, des mois, voire des années, Ouais. à se focaliser sur le point faible et à analyser si oui ou non le retour est positif, à savoir se poser et se dire, bon, est-ce que le retour a l'air d'être positif? Parce que tu peux essayer un truc, mais si tu essayes 2 jours, ça va pas marcher en 2 jours de toute Ouais, là, façon. faut s'y mettre sur plusieurs mois, quoi, Voilà, tu et vois. donc là, il Donc, y a un travail quand même de fond globalement à faire sur les points faibles, et il n'y a pas une réponse, mais par contre, il y a beaucoup de choses à essayer. ouais, Et c'est très rarement binaire. c'est ça, exactement. Et le plus dur, en fait, c'est d'être objectif, comme tu le dis, et de réussir à s'astreindre à C'est ça. une méthode non conventionnelle. Enfin, peut-être Et pas non surtout, conventionnelle, mais ouais, si, c'est ça, et aussi savoir se remettre en question. Parce que comme je te disais, bah, il y a des gens qui vont plébisciter tel exercice pour tel muscle, par exemple. ouais. Il y a un moment, en fait, vas-y, si tu as pris 20 kills sur la balance, mais qu'en fait, t'as pas pris 20, tu vois, il n'y a pas une bonne partie de ce muscle qui est venu sur ton point faible. Ouais, ouais, ouais. En fait, ouais, d'accord, t'as grossi, ton point faible, il a grossi, mais ça reste un point faible en proportion du reste. Ouais, t'as pas Donc en amélioré tes fait, proportions, voilà. quoi. Donc en fait, pour moi, c'est que ça n'a pas marché. Et donc à ce moment-là, bah, faut savoir s'arrêter et se dire, bon, ok, ça n'a pas marché, tant pis, essayons autre chose, tu vois. Ouais. Et en l'occurrence, bah, il y a plein de choses. Améliorer sa technique, ça peut en être une. Essayer d'isoler le muscle, ça peut en être une. Augmenter la fréquence, ça peut en être une. Aussi. Diminuer la fréquence, ça peut aussi en être une. En fait, il y Aussi. a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Mettre plus lourd, mettre moins lourd, essayer plus de volume, moins de volume. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait. En C'est fait, complexe les points faibles. déjà, sur ton entraînement, t'es pas objectif, je pense. C'est très dur, ouais. C'est très dur. Donc, alors, au niveau du point faible, tu l'as encore moins. Tu l'as Et encore je moins. pense que c'est vraiment, si tu veux maximiser le développement de ton point faible, c'est là où il faut prendre un coaching, je pense. Je pense que c'est En vrai, c'est la meilleure très des options, intéressant, ouais, c'est vrai. sans prendre un animal de foire, tu vois, qui va te faire du cirque, tu vois. Mais en vrai, si tu as un point faible et que tu es perdu, prends un coaching, je pense que ça va te permettre d'avoir une structure. Tu vas peut-être pas le rattraper, mais en tout cas, tu vas avoir une Ça va méthode. sûrement. Si le gars a une approche, en fait, une approche pour rattraper ton point faible, une stratégie, Voilà. nécessairement, oui, il y a de bonnes chances que ça t'aide. Après, tu Ça peux va, voir ça si va ça t'aide t'aider. pas, bah, qu'est-ce que t'en Ah, penses, au mais moins, après, tu peux faire un bilan, tu vois, tu sais c'est ça. ce qui ne fonctionne pas et tu peux te tourner vers quelque chose d'autre. Mais en fait, déjà, ça va t'aider à prendre du recul et à ne plus réfléchir par ton biais. Exactement. Tu vois, tu vas avoir un autre point de vue, une autre approche et surtout, en fait, quand tu vas faire appel à quelqu'un, tu vas te tenir pendant au moins 3 mois. Tu vois ce que je veux Voilà, dire? Donc, tu vas forcément t'y tenir. Il va te donner quelque chose, tu vas le faire et tu vas arrêter de réfléchir exactement. sur ce point faible et je pense que ça va te faire avancer, tu vois. Et il y a autre chose à prendre en compte sur les points faibles, c'est qu'en fait, nécessairement, qui dit point faible dit point fort. Et en fait, souvent, il y a une concurrence. Et comme on dit, en bodybuilding, en musculation, ce qui rend un physique harmonieux, ce qui rend un physique impressionnant, c'est les proportions. Il y a des gens, ils ont des proportions de ouf. Moi, j'ai déjà vu des mecs à ma salle. Il y avait un mec, une fois, il me dit, je pèse 70 kilos. Mais c'était un monstre. Il était pas très grand, tu vois, Ouais, mais on aurait ouais. dit qu'il en pesait 100, quoi. Mais c'est ça. Tellement il était proportionné, équilibré, en fait. Et en fait, c'est très important à prendre en compte. Et souvent, les gens, ils ont des attaches à certains muscles. Et c'est très difficile de leur faire entendre qu'il faut Ouais, rééquilibrer les proportions pour que le point faible n'en soit plus un, en tout cas n'ait plus l'air d'en être un. Parce qu'en ouais, l'important, c'est c'est le ça, ouais. visuel au final. Et par exemple, moi j'ai eu des gens en coaching, tu vois, où en gros, pour telle ou telle raison, il fallait qu'ils arrêtent de faire les bras. Parce que Aïe. souvent, les bras, en fait, ça concurrence. Enfin, la plupart des gens, quand ils commencent la muscu, c'est des curl bros, tu vois, ils font Ouais, que ouais, les bah ouais, bras. ouais. Donc, à moins, il y a beaucoup de gens aussi qui ont un point faible génétique, mais la plupart des gens, quand ils commencent la muscu, ils bombardent les bras. Et ceux qui ont la chance d'en prendre, et ben le problème, c'est que s'ils continuent à les bombarder, ça reste toujours déséquilibré par rapport au reste du corps, et il n'y a jamais une harmonie, les épaules, elles vont toujours paraître plus petites, Bah ouais, tu si niques. t'as pas de chance, tu prends pas des pecs, etc. Donc, une bonne solution pour rattraper certains muscles du haut du corps, parfois, même souvent, c'est d'arrêter les bras.
et va faire entendre ça aux gens, ça c'est très compliqué. Par contre, c'est dur, hein. Mentalement. En fait, je pense que tu as tellement émotionnelle en fait, aux muscles. Ça te fait tellement du bien de congestionner ces biceps, triceps que ne plus les faire pendant une période donnée, Mm. tu vois, genre imagine tu vas plus les faire pendant 3 mois, je pense que Et mentalement le encore gars, 3 mois, tu c'est vois, court. mentalement le gars il va pas s'y Ouais. tenir, tu vois. Mais et c'est là qu'il faut essayer d'avoir une certaine objectivité. Moi, comme je te dis, j'ai toujours eu les bras en point fort. Quand j'ai commencé la muscu, ça se voyait vraiment cash, surtout sur mes bras en fait. Et au point qu'il y avait déjà des gens qui m'ont demandé, mais est-ce que tu fais que les bras, tu vois? Parce que c'était vraiment, j'étais musclé de partout, mais les bras, ça se voyait beaucoup plus. Et en fait, j'ai arrêté de faire les bras pendant des années. Mais genre vraiment des années, tu vois. Genre pendant 3 4 ans, j'ai Et arrêté pourtant de les ça se faire. voit pas, tu vois. Non, ça se voit pas. Mais en fait, mais le reste, par contre, a été rattrapé. Mais bah oui. On n'a plus l'impression que les bras sont trop disproportionnés par rapport au reste, en tout cas. Donc qui en fait a réussi à s'astreindre en fait de C'est ne ça le truc. plus faire un muscle pendant 2 3 ans. Ou mettre de côté les autres pour pouvoir en fait C'est travailler assez seul. dur. C'est comme par exemple quelqu'un qui, je sais pas, a une attache émotionnelle avec le développé couché. Le gars, il a un point fort de ouf au niveau des pecs, il a des bras de merde, tu vois. Bah, va lui faire comprendre que faut stopper un peu le développé Ouais. couché, ne plus faire les pecs. Ça va être dur. Ça va être très dur de le convaincre. Mais comme tu le dis, en fait, c'est des approches. Je pense du coup, objectivement, ça va être très dur de réfléchir, de s'amener en fait à cette réflexion tout seul. Donc se dire tout seul, ouais, voilà, va falloir que j'arrête de faire les bras, mes biceps ils prennent tout quand je fais le dos, quoi qu'il arrive, tu vois. Forcément, à un moment donné, il faut essayer de changer le recrutement moteur, tu vois. Il y a un truc dans la chaîne de Ouais, recrutement ouais, qui ouais, va tout pas. à fait. Si tes biceps ils gonflent à chaque fois que tu le fais le dos, c'est pas possible, tu vois. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là c'est le plus intéressant de faire appel à quelqu'un. Et tu vois, même quand tu fais appel à quelqu'un, en fait, même quand il te donne la méthode clé en main, bah tu vas pas forcément réussir à C'est ça, l'appliquer ouais. tellement c'est dur, tu vois. Tellement ça t'emmerde Donc de. c'est vrai que comme tu dis, le rapport avec le point faible, c'est quelque chose de très très intéressant. Ouais, Et c'est très très satisfaisant de se dire que tu as rattrapé un point faible, tout tu à vois. fait, ouais. Parce que un véritable point faible, donc c'est très rare, hein. Forcément on en a qu'un normalement, ou Oui, deux, tu vois, grand maximum. Ou alors, comme on aime le dire, tu as un point faible corps c'est ça. total, tu vois. Donc en vrai, Oui, il y a ça aussi qu'il faut le, voir. C'est le vrai point qu'on faible on n'a corps, pas, on n'a pas évoqué ce sujet, mais oui, c'est très important comme le sujet d'en fameux parler. mec qui se dit qu'il a un point faible pec, alors qu'en fait, il a un point faible corps, tu vois. Donc, Franchement, si tu fais pas poids de corps plus 10 minimum, tu sais pas si t'as un point faible. ouais, voilà. Pour moi. Une fois que, en Minimum. fait, en gros, le problème, c'est qu'il faut apporter, Et poids de corps plus 10 minimum propre, tu vois. Pas sec, mais propre. faut apporter une certaine masse, en fait, pour voir le. En fait, comment va se profiler la répartition Ouais, du voilà, muscle, c'est tout ça, tu simplement. vois. Un peu voir ce que ça va donner. Mm. Et donc, si t'es trop peu avancé, t'as l'impression de voir quelque chose, mais en vrai, tu le vois pas, quoi. Tu Ouais, vois, c'est c'est juste ça, les ouais. prémices et peut-être que ça va prendre avec l'expérience. C'est exactement ça. Donc, voilà, c'est essayer d'avoir un certain niveau quand même pour juger ou non d'avoir un point faible. Et en fait, ne pas bombarder un muscle parce que tu penses que t'as un point faible et du coup tu vas t'en créer un. En fait, si tu commences à bombarder que un seul muscle, donc les bras, tu vois, tu te dis que t'as un point faible bras, tu te retrouves dans la merde 2 3 ans plus tard parce que pour recruter le dos et les pecs, tu sais plus faire, C'est tu vois. ça, ouais. Donc essayer d'avoir un Et volume, surtout, vas-y, excuse-moi. essayer d'avoir un volume équivalent sur tous les muscles et après réajuster voir comment En t'évolues. fait, ce qu'il faut faire en première instance, c'est prendre du muscle. Prendre le maximum de muscle possible, peu importe où c'est. Et en fait, c'est une approche, sur le long terme, c'est une approche beaucoup plus intelligente, beaucoup plus raisonnable et surtout qui a la chance de produire le beaucoup plus de gains possible. Je ne sais pas si on en a parlé, mais on avait parlé de on en a parlé, de cette fameuse adaptation du corps à un poids donné. Ouais, Donc admettons, tu montes à 80 kg, je donne un chiffre au hasard. 80 kg bien musclé, ce sera beaucoup plus facile à ce moment-là de répartir le muscle déjà gagné autre part sur le corps en levant le pied sur ses points forts et en voilà. accentuant sur ses points faibles, plutôt que essayer de bombarder un point faible, le tout en essayant de progresser globalement. Ouais, En fait, si tu bombardes un point faible, ce qui va se passer, c'est que tu vas sûrement te décourager, tu vas pas progresser sur ce point faible, et le problème, c'est que tu vas progresser nulle part d'autre surtout. c'est ça le problème, ouais. Alors que l'avantage d'avoir l'approche d'essayer de progresser partout et de gagner du muscle globalement, là le muscle il est là,
Et après, tu n'as plus qu'à travailler sur ton point faible, y aller mollo sur le reste, et voir comment, tu vois, le tout se déroule, et tu as beaucoup plus de chances de répartir, en fait, le C'est muscle. ça, ouais. Moi, je peux prendre mon exemple à un poids donné. Je sais que mes jambes, c'était un véritable point fort. Bah, je fais le même poids que j'ai déjà fait auparavant, mais la répartition n'a rien à voir. Tu vois, genre, Voilà, bah, on en a parlé beaucoup, ça. on voit beaucoup moins la différence entre le haut et le bas, alors qu'avant, clairement, tu vois, le haut, il y avait une sacrée différence, quoi. Donc, quand tu fais 65 de cuisse pour 36 de bras, bah, tu vois, genre, il y a une différence, alors que quand tu réduis un petit peu, donc tu fais plus les jambes pendant un certain temps, ou alors tu baisses vraiment l'intensité dessus, et que tu te retrouves avec 64 de cuisse et 42 de bras. Une fois, bien sûr, un certain poids de corps atteint, et donc, Ouais, voilà. bien sûr, ouais. Donc à 90 kilos, pour le même poids, la répartition va être bien, enfin, Exactement. totalement différente. Exactement, voilà. Donc comme tu le disais, en fait, c'est beaucoup plus facile de en fait, être focus à fond, donc ne pas être distrait, de gagner le maximum de muscles possible, pas forcément réparti Là où tu voudrais. où tu le voudrais à 100%, mais une fois qu'il est pris, en fait, une fois que tu as eu ce poids-là, c'est beaucoup plus facile de redistribuer le tout. Exactement. Une fois qu'il est acquis, donc une fois que tu as réussi à faire comprendre à ton corps qu'il fallait ce muscle-là, c'est beaucoup plus facile de le redistribuer plutôt que de le créer de rien du tout sur ce point faible. Tout à fait. Là, ça va être beaucoup plus dur et ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va peut-être pas réussir. Ça va peut-être pas réussir. Bon, on a fait le tour sur les points faibles. Je pense qu'on pourra en discuter pendant très longtemps, donc on va s'arrêter là. Ouais, on pourra en rediscuter sur un épisode prochain. Exactement. Et puis, n'hésitez pas à être à l'affût sur les stories pour le prochain podcast. Exactement. Kev a été liker, à l'affût. partager. Et voilà, Et Kev, on likez. répondra avec plaisir à tes questions si t'es le seul à en poser la prochaine fois. Vas-y, salut. À la prochaine.